Bonjour et bienvenue dans votre émission Genre et Société. Comme à chaque fois, nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau et aujourd'hui nous allons parler de la participation politique des femmes. Avec moi sur le plateau, deux chroniqueurs que vous connaissez déjà, Madame Christelle Dibata, bonjour. Bonjour. Et juste à côté, Monsieur Jipika. Bonjour Monsieur Jipika. Bonjour Madame Ange. Vous allez bien tous les deux? Ça va. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Et c'est un plaisir d'être également sur ce plateau. Alors, en 1966, Madame Sophie Madeleine Kanza rentrait dans l'histoire politique de notre pays parce qu'elle a été nommée ministre des Affaires sociales et ça fait d'elle la première femme à occuper une fonction dans le gouvernement congolais. Alors, avec moi sur le plateau, j'ai deux experts qui vont nous accompagner tout au long de l'émission et nous allons débattre de cette question et avoir leur point de vue. Je leur passe la parole pour qu'ils se présentent. Bonjour Madame. Bonjour Ange, merci pour l'invitation. Je réponds au nom de Clotilde Kabemba. Je suis vice-présidente à la Commission nationale des femmes entrepreneurs, CNFE. C'est un département spécialisé de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Et je suis coach en entreprise, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Merci. là, vous allez nous parler de la participation politique en tant que vraiment observatrice un peu de la scène politique de notre pays. Merci. Et juste à côté, Monsieur Osiris, qui est historien, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup, Madame, de l'invitation, pour votre invitation. Je m'appelle Osiris Chibangu, je suis historien, je suis activiste, défenseur des droits des femmes. Je suis membre du centre égyptologique de l'université de Kinshasa. Et les restes, nous allons les découvrir avec le temps. Tout au long de l'émission. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger tout de suite dans le vif du sujet. Et Madame Clotilde, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux de la situation actuelle de la participation politique des femmes dans notre pays ? Oui, bien sûr, s'il faut parler du paysage politique où on trouve la fleur femme, la fleur féminine, et donc au sein de ces paysages-là, je dirais que le tableau est un peu sombre. Tout à l'heure, vous avez parlé de Madame Sophie Kanza, qui a été désignée ministre des Affaires sociales en 1966. Jour pour jour, ça fait 54 ans, et je ne sais pas quel héritage elle a laissé. Est-ce qu'il y a de jeunes dames politiques qui font la politique aujourd'hui la connaissent? Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a plus de 12% de femmes dans toutes les institutions. Et même dans des entreprises aussi qui occupent des postes de décision, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que les choses évoluent. Bon, il y a quand même eu des femmes qui... Il y en a encore, on peut le voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, c'est l'exemple type qu'on donne en ce moment. Mais bon, elles demeurent toujours minoritaires. Par exemple, dans les gouverneurs, il n'y a aucune femme. Effectivement, il y a des vice-gouverneurs, mais il n'y a aucune femme gouverneur. Et encore actuellement, dans le gouvernement de Ilunga, de M. Ilunga, eh ben, il n'y a que 83% d'hommes et seulement 17% de femmes, c'est très très peu, alors que notre pays a mis en place la parité dans la Constitution, mais qui n'est pas encore totalement effectif. Alors, nous allons demander à Monsieur Osiris, qui est historien, de nous faire un peu l'historicité de la participation des femmes, en tout cas, l'histoire des femmes tout au long de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, Madame. J'aimerais commencer par ces petits regrets que j'ai de constater, vous n'êtes pas le seul à le faire, de constater que l'histoire africaine et l'histoire congolaise en particulier est mal comprise, ou elle est mal saucissonnée. Ou peut-être qu'elle est mal enseignée, tout simplement. Évidemment. L'histoire, ce n'est pas en 1966 qu'on trouve la femme quelque part dans les institutions. L'histoire de l'Afrique, c'est une histoire multimillénaire. Et où sont passées toutes ces femmes-là que nous avons connues en Afrique? Et je vais vous dire quelque chose. Que le pouvoir en Afrique, le pouvoir appartient à la femme. Appartenait. Le pouvoir, nous sommes toujours en Afrique. Le pouvoir appartient en Afrique, le pouvoir appartient à la femme dans notre société.
Appartient ou ancienne, appartenait? dans la société ancienne africaine, Oui. la femme était la détentrice du pouvoir avec les systèmes matrilinéaires. Pour accéder au trône, il fallait que la femme puisse t'introniser. L'intronisation était réservée à la À femme. la femme, oui. Parce que c'était elle, la vraie détentrice du pouvoir. Et l'homme n'était qu'un simple exécutant. Mais alors, est-ce que c'est la femme qui désignait la personne qui devait être... enfin, qui devait prendre le Évidemment, pouvoir, pour être roi, il faut être neveu du roi. C'est-à-dire qu'il faut être fille de la mère. Raison pour laquelle, dans la royauté africaine, il y a une pratique. C'est ce qu'on appelle l'inceste royal. L'inceste royal consiste à quoi? Le roi devait avoir de relations avec soit sa sœur, des fois en Égypte on a vu même avec l'une de ses filles, pour que le sang royal puisse demeurer dans la famille. Vous n'allez pas être n'importe, ce n'est pas n'importe qui accède au pouvoir. C'est la fille de la mère, parce que c'est elle qui assure la continuité. C'est-à-dire la continuité, c'est la mère. Ce n'est pas l'homme. On ne désigne pas le roi par rapport à l'homme, mais par rapport à la femme. Non, oui, mais c'est plutôt une histoire de descendance, non? Non. Mais ceci dit, la femme ne prend jamais le pouvoir, quoi qu'il en soit. Quand Non, on voit, peu importe. Par exemple, les rois, Non, vous interprétez l'histoire de manière partiale. C'est Non, dangereux. vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi-même, je fais partie d'une lignée, entre guillemets, des chefs coutumiers. Et dans ma famille, il n'y a que les hommes qui ont le droit d'accéder. Madame, je vais d'être vous dire roi. quelque chose. Effectivement, les femmes elles sont plus ou moins gardiennes, entre guillemets, Je vais vous dire une pouvoir chose. coutumier. Dans l'histoire c'est de pas elle qui l'humanité, décide. je parle bien de l'histoire de l'humanité. La première femme régnante de toute l'histoire de l'humanité, c'est une Africaine. Elle se représentait 3 fois plus noire que vous et moi. Cette reine-mère, cette femme régnante, Anknes Pépi II, ça date de 2700 ans avant Jésus-Christ. Christ. Donc aujourd'hui, on peut compter 4700 ans aujourd'hui que notre mère a accédé au trône. Cet exemple, vous n'en trouvez nulle part ailleurs, madame. Je vous mets au défi. En Afrique. Dites-moi, dans l'histoire de toute l'humanité, si vous pouvez trouver un exemple pareil. Ça n'existait pas. Et Nous écoutons Monsieur Jipika. Ouais, mais c'est tellement passionnant que je me sens obligé directement de réagir en posant la question, bien sûr, au monsieur. Celle de savoir, bien sûr, si déjà notre première mère, Pepito, parce que la partie de son nom... Pépite 2. Pepito, c'est Anknes qui est un peu difficile à arrêter. Anknes Pépito II, c'était la première femme régnante de l'humanité et elle est d'origine africaine. Et en tant qu'historien, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, depuis ces époques des millénaires passés jusqu'à ce jour, aujourd'hui maintenant, nous voyons la femme récusée au second plan? disons qu'il y a eu transfert d'agressivité. Il y a eu... L'Africaine a été envahie un peu avec la culture patriarcale. Parce que le patriarcat n'est pas africain. C'est quand l'esprit patriarcal occidental, indo-européen, est entré en Afrique, c'est à ce moment-là que l'Africain a perdu ce respect qu'il avait vis-à-vis de la femme. Et cette attitude a été véhiculée beaucoup plus par la religion. L'islam et le christianisme sont des véritables poisons, excusez-moi de le dire. Parce que ce sont ces religions qui sont à la base de la régression de la valeur que l'Africain avait pour la femme. Parce que cette culture qui nous ont été amenées, qui nous ont été apportées par la religion islamique et la religion, c'est-à-dire toutes les religions abrahamiques, les religions dites révélées, quand elles sont arrivées en Afrique, ces religions ont été battues dans l'esprit patriarcal. Vous ne me donnerez aucun exemple d'une femme dans l'histoire juive ou arabe qui s'est émancipée. Esther, la reine Esther. Non, tout ça. Non, mais vous il y a avez quand beaucoup même de les débats. femmes juges, Non. Déborah, Les femmes qui a juges, quand même S'il vous conduit... plaît, s'il vous plaît. Bon, bah, ça sera l'objet d'un autre Ça débat. S'il vous ça plaît. sera l'objet d'un autre S'il vous débat. plaît. On aura dans Donc, cette émission une oui. thématique, un débat sur la femme dans les religions. Mais restons dans la participation politique. La des participation, il y a beaucoup à dire.
là-dessus, je pense qu'on aura des heures pour en parler. Alors, moi, j'aimerais Mais la plutôt société- rebondir. Madame Dibata, et ensuite, Moi, j'aimerais plutôt rebondir sur un aspect tel qu'évoqué au cours en introduction de cette émission. On parle de la position de la femme dans la politique, donc dans la pratique politique. Mais là, Monsieur Osiris nous ramène 2700 ans en arrière. Et il nous situe en Égypte, ce qui est en Afrique du Nord. Mais pour ce qui est de la RDC principalement, d'un point de vue historique, c'est vrai qu'il y a quelques noms quand même qui nous viennent à l'esprit, mais est-ce qu'aujourd'hui on sait retracer avec une certaine précision les différents visages régnants féminins que notre pays a pu connaître? Très bonne question. Raison pour laquelle je dis que prêtons l'oreille à notre passé, car il a beaucoup à nous dire. L'histoire du Congo, vous ne devez pas la commencer en 1800. C'est un crime. Ok. Il faut voir l'histoire du Congo bien au-delà. Avant Jésus-Christ. Déjà, avant Jésus-Christ. Même avant l'Antiquité. Vous voyez, pendant cette période-là, quand vous remontez encore, mais on vous a enseigné les royaumes Congo, les royaumes Kuba, les royaumes Luba. Mais tous ceux qui savent s'instruire, ils savent que tous ces royaumes étaient caractérisés par le matriarcat. Mais c'est ce qu'on ne dit pas à la femme. On va présenter la femme occidentale à la femme congolaise. Ce n'est pas un modèle pour la femme africaine en général. Le pouvoir en Afrique, je dis bien en Afrique, c'est pour cela que j'ai commencé en Égypte, c'est la date la plus lointaine. Et nous descendons du nord au sud. C'est le trait qui caractérise tous nos royaumes. L'Égypte, la Nubie, le Ghana, le Mali, vous descendez le Congo, les Luba, même chez les Luba. Jusqu'aux Zoulous. Chez les Kuba, par exemple, moi, je fais un travail, la femme dans l'art Congo, où j'ai trouvé, et ça m'a ébloui. Parce qu'avant que je puisse commencer ce travail de la femme, j'étais un peu dans le gender comme tout le monde. Mais quand je suis tombé sur des vérités historiques, des vérités scientifiques, ça m'a ébloui. Pour trouver que ce qu'on présente aujourd'hui à la femme, c'est pas la vraie vérité, c'est pas la réalité. Et quelle est cette vérité? Non, quelle est plutôt cette vérité? Cette vérité, c'est que c'était la femme le pilier de la société. La société était tenue par la femme. La femme n'était pas seulement considérée comme ménagère. La femme était considérée comme la vraie détentrice du pouvoir. Exerçait-elle ce pouvoir? Oui. Parce qu'il est certes vrai que la femme transmet le pouvoir. Vous avez dans le royaume la fonction la plus prestigieuse, c'est la fonction de la reine-mère. Mais avait-elle des attributs? Mais quand je dis que le pouvoir appartient à la femme, pour être roi, il faut que la femme puisse attribuer le pouvoir, la distribution matrilinéaire du pouvoir. Ça signifie quoi? C'est que c'est la femme qui détient le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir, j'ai le pouvoir, je donne à qui je veux. Si je ne te donne pas le pouvoir, tu n'es pas roi, c'est ça. Mais ça la réduit en quelque sorte au rôle de gardienne, puisque c'est elle qui l'a et elle le cède. Est-ce qu'elle exerce ce pouvoir à proprement parler? Prenait-elle des décisions? C'est-à-dire, avait-elle droit de vie ou de mort sur ses concitoyens? Pouvait-elle déclarer la guerre? Parce que ce sont autant de facettes qui montrent que vous avez le pouvoir. Pouvait-elle désigner un héritier ou pouvait-elle participer même, je dirais, à la déchéance d'un ministre? Est-ce qu'elle avait tous ces attributs? Parce que c'est bien beau de nous dire qu'elle détenait le pouvoir. Écoutez, on risque de tomber dans le mythe de l'enfant où le père dit que la femme n'est qu'un ventre finalement. C'est un ventre pour non seulement la descendance mais aussi le pouvoir. Aujourd'hui, on est scientifiquement capable de prouver l'égalité juridique de la femme depuis l'Égypte jusqu'au sud de l'Afrique. C'est-à-dire que la femme ne possédait pas seulement le pouvoir divin, le pouvoir politique, mais également l'égalité au niveau de l'appareil judiciaire. La femme pouvait se présenter comme étant l'égale de l'homme. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Je vous ai parlé de la reine Kandaka du Soudan méréotique. Une femme extraordinaire. Allez vérifier à Naga comment l'artiste présente la femme, le bas-relief au temple. Cette femme, elle était guerrière, reine et guerrière. C'est elle
qui mit en débâcle l'armée romaine. Imaginez-vous, elle perdit l'œil lors du combat. C'était une femme extraordinaire. Elle a procréé. Et cet exemple-là n'est pas enseigné, c'est ça le problème. Mais alors justement, pourquoi est-ce que dans l'histoire, on les a un peu effacées? On a effacé les femmes dans l'histoire. Quand est-ce qu'on a commencé à les effacer? Non, mais quand j'ai aussi, dit qu'il y a eu transfert d'agressivité, quand on a commencé à apprendre à l'homme que c'est toi le chef, que la femme est venue de toi, que c'est à cause d'elle qu'il y a eu malédiction dans l'humanité, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette perte de considération de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais alors, une question, Monsieur Osiris. Si la femme était détentrice du pouvoir, qui est venu enseigner à l'homme que c'était lui le c'est ce que j'ai dit, la question qui m'a été posée. Le chef, quoi, alors qu'à la base, c'était la femme qui contrôlait tout. Oui. C'est ce que j'ai répondu. Je l'ai dit qu'il y a eu transfert d'agressivité, il y a eu influence extérieure des sociétés patriarcales qui ont visité l'Afrique, qui ont envahi l'Afrique. Et c'est cette influence-là qui nous a fait perdre cette considération que nous avions vis-à-vis de la femme. Et la religion est un véritable poison sur ce point-là. Je ne suis pas contre la religion. La religion est une affaire personnelle. Moi, je ne suis pas là pour parler de la véracité d'une religion ou d'une autre. Moi, si je suis en train de relever les éléments matériels qui nous empêchent, nous, aujourd'hui, qui sommes activistes du droit de la femme, qui luttons pour la restauration. Je parle bien de la restauration, je ne parle pas de l'émancipation. Oui, il faut pas parler je parle de la restauration. C'est rétrograde pour c'est la restauration de la dignité de la femme. Cette restauration, pour l'atteindre, nous avons une véritable barrière. Parmi les 3 barrières que j'ai précisées, j'ai cité la famille, l'école et la religion. Mais aussi longtemps que la scène du jardin d'Éden restera le modèle de la femme africaine, ne vous attendez pas à d'autres choses, ma chère. Madame Clotilde, vous en dites quoi, vous? Mais par rapport à tout ça, je suis émue par la révélation que M. Osiris est en train de nous faire, là, de nous donner. Merci beaucoup. Et je suis vraiment impatiente de lire le livre. Dès que vous l'aurez fini, il faudra il est déjà fini, donc on peut l'avoir quelque part, on l'achète où? L'éditeur m'a promis qu'il devait... les informations. Oui. Voilà. Mais moi, je crois par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, par rapport à cette émission, on discute, on est en train d'échanger par rapport à la participation politique de la femme. C'est vrai, pour en savoir plus, pour en donner des stratégies, pour que nous puissions améliorer la participation politique de la femme, nous devons d'abord regarder, revoir notre histoire, c'est ce qu'il est en train de nous donner. Il est question maintenant d'armer les jeunes femmes par rapport à ce qu'elles représentent. Parce que la plupart de femmes se méconnaissent, la plupart de femmes ne savent pas ce qu'ils valent. La plupart de femmes ne sont pas encouragées. Pourquoi? Parce qu'il y a cet environnement-là qui constitue de force de pesanteur pour tirer ces femmes-là vers le bas. Je suis d'accord avec lui quand il dit que la famille, l'école constituent de barrières à la participation politique de la femme. Je suis d'accord avec ça parce que s'il y a quand même des exceptions de quelques familles où on inculque le leadership politique, quel que soit le leadership politique, entrepreneurial, il y a quand même des familles où on inculque ça dès les bas âges. Oui. J'ai suivi dernièrement sur Africa 24 un monsieur avec ses enfants et il a envoyé ses enfants à l'école par rapport à la vision entrepreneuriale que lui il avait, et chaque samedi il se retrouve avec ses enfants, qui est directeur technique, qui est directeur de marketing, et ils évoluent comme ça dans leur entreprise. Déjà au niveau de la famille, il y avait déjà une mauvaise éducation par rapport à ce que la femme devait faire. Et on dit que la femme doit faire la vaisselle, la femme doit cuisiner, la femme doit faire le foufou et tout ça, mais les jeunes hommes, les garçons doivent jouer au foot, les garçons doivent aller se promener, ils peuvent rentrer un peu plus tard. On retombe un peu dans cette histoire de sexisme quelque part. Voilà. Maintenant, par rapport à la participation politique, comme j'ai dit au début de cette émission, c'est moins de 12% de femmes, pas seulement en politique, même dans les entreprises. Je prendrai l'exemple de la vice-présidente de la CNFE qui était invitée, de la FEC, Madame Eliane. Nous l'aurons prochainement. Oui, Madame Eliane. Il y a le président, la FEC a un président avec 7 administrateurs. Et avec 7 vice-présidents. Et de ces 7 vice-présidents, elle est la seule femme.
Donc, Et il faut rappeler que ça va faire 15 ans que la FEC a un homme à la tête. Et que jusque-là, il n'y a jamais eu de femme patron des patrons. C'est une situation qui présente un peu des barrières à la participation politique des femmes. Donc l'éducation, comme M. Ziris le disait. Tout à fait. Mais pour le cas de la famille. RDC, nous sommes un grand pays. Il y a beaucoup de femmes intellectuelles. Se pose un problème d'héritage politique. Il n'y a pas de modèle politique féminin. Il y a des modèles politiques qui étaient là à un moment et puis après ils ont disparu. Vous avez parlé de Sophie Kanza. Moi, je me rappelle, il y avait Mayu Makala à l'époque. Moi, j'ai beaucoup admiré Ekila Lionda, un peu Nduzu Ambombo aussi. Mais qu'est-ce qu'elles nous ont laissé, qu'est-ce qu'elles ont laissé comme héritage, comme Mme Christelle le disait tout à l'heure. Il n'y a pas. Et pour les cas d'espèce, il y a des nouvelles figures maintenant qui sont au gouvernement, qui sont à la Chambre basse, même à la Chambre haute du Parlement. Est-ce que ces dames collaborent avec celles qui ont quitté les mandats passés? Je ne pense pas. Il y a un sérieux problème. Moi, je crois que pour élever cette question, nous devons mettre en place des académies de la politique. Académie pour la politique féminine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Académie, c'est une institution qui n'est pas très rigoureuse comme l'université où il faut faire 5 ans. Oui, parce qu'il y a des filières Sciences Po, par exemple. Des filières, il faut faire 5 ans, il faut faire 4 ans. C'est une organisation où les femmes peuvent s'inscrire, ils peuvent aller là-bas pendant une semaine, ils échangent par rapport aux réalités. Parce que, comme il venait de le dire, bon, moi, je suis moderne, mais un peu traditionnelle aussi. Merci. Ouais, je suis moderne, un peu traditionnelle aussi. Parce que moi, je dis, c'est la femme, c'est la maman qui prépare la casserole, qui prépare la marmite et donne aux autres. Alors, quand on dit que la femme est détentrice du pouvoir, ça, je suis d'accord, nous détenons le pouvoir. C'est nous qui préparons et donnons aux autres. Et on s'est dit, on a donné 10 à l'autre, 20, on a donné à l'autre, mais l'autre ne saura pas que l'autre ait 10, l'autre ait 20. Ça, les femmes, nous sommes fortes en ça. C'est déjà de la politique. C'est déjà de la politique. Donc, il faut qu'il y ait des académies où on pourra sélectionner quelques figures de femmes qui étaient dans la politique à l'époque, qui pourront venir être des mentors des autres femmes et partager parce qu'on dit qu'on apprend que sur ses erreurs. Ce qu'elles n'ont pas pu faire, elles peuvent directement dire aux autres, voilà, nous n'avons pas fait ça, mais si vous pouvez le faire, ça sera mieux. Est-ce que les femmes qui sont actuellement dans la politique n'ont pas sur elles, elles ont sur elles peut-être la pression du parti politique, donc c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une certaine ligne de conduite et de communication, par exemple. Donc est-ce que ça ne pourrait pas devenir complètement contre-productif, c'est-à-dire quand ces femmes-là peuvent aller dans l'académie pour enseigner, entre guillemets, ou donner de leur expérience, que ça devienne complètement partisan. Je vais vous dire, madame, vous serez peut-être étonnée, ces dames-là ont besoin de celles qui ne sont pas dans le poste, qui n'occupent pas de poste maintenant. Parce que là, elles sont prises en étau, elles ne sont pas libres. Vous savez, dans les partis politiques, il y a souvent ce qu'on appelle le mot d'ordre des partis politiques, n'est-ce pas? Et si elle est là, c'est par rapport à ceci, c'est par rapport à cela. Et la plupart de femmes qui sont là, je les respecte beaucoup parce qu'elles ont été quand même courageuses d'y aller. Enfin, s'il faut considérer ce qui se passe en politique chez nous, elles sont courageuses, je les félicite, mais il y a question aussi, elles doivent aussi développer certaines aptitudes pour que, au cours de réunions, de prises de position, de prises de décision, qu'elles puissent avoir des argumentaires solides qui peuvent même ramener leur idée à réfléchir 2 fois par rapport à telle ou telle autre option. Ça pose la question de la compétence peut-être. Voilà pourquoi j'ai dit au début, il y a question d'aptitude, connaissance, compétences, attitude, tout ça, c'est très important en politique. C'est très important et on ne peut pas rester statique. On doit évoluer dans ce qu'on est en train de faire. Je propose qu'on regarde une petite vidéo explicative avec l'expert de l'animatique, Box ID. On regarde. L'engagement social et la participation économique des femmes congolaises sont des contributions évidentes à la survie de la société. Mais leur potentiel politique est resté un capital inexploité, faute de soutien aux actions féminines. De tout temps, la représentativité des femmes congolaises aux différents niveaux de décision a été déficitaire. La faible participation des femmes comme candidates et le nombre élevé d'électrices analphabètes sont des preuves éloquentes de cette faible participation. Bien que la RDC dispose des principes de parité hommes-femmes dans la Constitution, la mise en application de ces dispositifs n'est toujours pas effective. En effet, le gouvernement actuel comprend 83% d'hommes et 17% de femmes.
Le pourcentage de femmes est encore faible, dû notamment à plusieurs pesanteurs tels que la mauvaise interprétation des principes religieux, l'analphabétisme, les harcèlements sexuels, la mauvaise perception sociale de la vie politique ou encore le faible engagement des femmes dans les partis politiques. Comment peut-on parler de la démocratie lorsque la représentativité de tous les citoyens n'est pas forcément accomplie et acquis? Madame Dibata, vous souhaitez réagir là-dessus? Alors, ma réaction n'allait pas plutôt dans ce sens-là, mais c'était pour revenir un peu à ce que M. Osiris avait avancé à titre de barrière, justement, qui empêche la femme congolaise, africaine, de pouvoir retrouver un peu, je dirais, son statut autoritaire, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, la femme étant reléguée au second rang. Mais alors, il a cité, entre autres, la religion, il a cité l'école et il a cité également la famille. Mais je me dis, à son niveau, qu'est-ce qu'il faut à ces trois instances aujourd'hui pour véritablement revenir un peu sur le modèle originel qui a été, en quelque sorte, remplacé par le modèle colonial? Merci beaucoup pour votre question. J'aimerais dire ceci. Nous devons proposer de bonnes solutions pour que nous puissions avoir le salut de la femme et sa restauration. Il ne suffit pas pour nous de faire des réunions dans les salles VIP à Gombe et à Sipa, les émissions de télévision. Là, en tout cas, je suis tout à fait avec vous. Oui. Il faudrait que les associations féministes, toutes les associations, nous puissions nous réunir pour que nous puissions proposer de vraies solutions aux problèmes de la fille. Comme quoi, par exemple? Le problème éducationnel, par exemple. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir la possibilité d'envoyer les élèves, les filles et les garçons à l'école. C'est un grand pas, mais cela ne suffit pas. Notre système éducationnel n'avantage pas, ne laisse pas la possibilité, la femme, d'acquérir cette autonomisation. Vous pouvez être plus spécifique là-dessus? Prenons d'abord la forme. Je parlais de la tenue de la jeune fille. On ne laisse qu'1 heure par semaine à la fille de porter la culotte. Et tout le reste du temps, elle l'est avec sa jupe. Sa jupe ne lui permet pas de développer ses aptitudes physiques. La fille ne saura pas monter sur l'arbre, par exemple, ne saura pas escalader le mur. Pourquoi? Parce qu'elle a des freins. Là, ce sont les jupes droites. Non, mais les La jupes jupe larges. ne permet pas à la fille de développer. Si nous avons besoin d'avoir des filles militaires, ingénieurs, c'est-à-dire les filles qui font également ce que font les hommes, il faut commencer dès le jeune âge, commencer à développer les aptitudes, pas seulement intellectuelles, mais aussi les aptitudes physiques de la fille. Si les aptitudes physiques ne sont pas développées, la femme sera vulnérable. Et moi, je suis contre l'idée selon laquelle la femme est vulnérable et faible. Non. Bon. Moi-même, j'ai une école de formation où je forme les filles. Okay. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vous venez de dire par rapport à la jupe et la robe, et j'aimerais vraiment beaucoup demander pourquoi. Oui. Pourquoi obliger les filles à porter des jupes ou des jupes? Pourquoi l'uniforme des femmes devrait être des jupes? Oui. Quelle est la logique derrière? Est-ce qu'on les empêche de porter des pantalons pour ne pas, entre guillemets, voir leur forme physique? Auquel cas, ça c'est pire parce que c'est déjà, dès le bas âge, sexualiser le corps de la femme. Vous voyez? Donc moi je trouve que c'est pire. Pourquoi obliger les jeunes femmes à porter des jupes ou des pantalons, ou des robes, pardon, longues? Quelle est la logique derrière ceci? Je pourrais réagir juste en disant, pour être un peu à l'opposé de tout ce qui est en train de se dire sur la tenue, le vestimentaire. En fait, depuis jadis déjà, par la différence physique et morphologique et biologique même du genre. Il y a déjà un style féminin et un style masculin. Voilà. Mais c'est ce style qui impose. La robe dans l'histoire, elle a été faite d'abord par les hommes. Évidemment. Pour les hommes. Oui. C'était pas un habit. C'était pas un habit féminin. Et moi, je veux vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce qu'on portait une jupe ou une robe pour une femme et comment dire, est préconisé entre guillemets? Parce que la jupe
et la robe met tout de suite le corps de la femme en accessibilité, notamment son sexe. Il y a l'ouverture. Quand C'est bien ça la logique derrière. C'est-à-dire que la robe, tout de suite, vous êtes accessible et c'est ça qui plaît à la société, notamment à la société patriarcale et aux machos. Évidemment. Bon, je n'ai jamais eu cette explication des faits. C'est ça. Quand Et on fait cette des tenue, recherches sociologiques sur le genre, c'est cela. empêche la fille à développer ses aptitudes physiques. Exactement. Et je vais parler aussi de la coiffure. Pour parler, nous sommes encore sur le plan de la forme. Je n'ai pas encore intégré le plan du fond. Même la coiffure de la jeune fille. On ne doit pas encombrer la jeune fille, déjà, à cet âge-là, première, primaire. Je suis d'accord. Enlever dans la tête de la fille que pour être fille, Il y a il faut des avoir dictates de beauté. beaucoup de cheveux. Ça l'empêche. Quand le garçon n'a que 20 minutes pour se préparer dans sa douche avant d'aller à non, l'école, ça, c'est vrai. la jeune fille en aura encore besoin, aura besoin de beaucoup de temps que le garçon. Alors, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'éducation catholique. On va Hein. revenir sur le débat sur la participation politique. Oui, ce sont des femmes. propositions, C'est vrai que ce sont des branches de tous. Et tout est. Écoutez, moi j'aimerais, avant de passer à autre chose, j'aimerais Oui, juste Madame Dibata. réagir. Oui, allez-y. Parce que je suis le fruit d'une éducation catholique, 100% catholique. Ok. Et cela ne m'a en rien empêché... 2 cm, hein, Ouais, non. de cheveux. Voilà. Ok. Donc, j'ai d'abord été dans la première école où on me coupait les filles et les garçons avaient les cheveux coupés. C'était le complexe scolaire Cardinal Maloula qui a malheureusement changé un peu cette règle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais ensuite, j'ai intégré le lycée Motema Mpiko où même si on nous faisait porter des robes et des jupes en dernière année pourvues de poches, et c'était d'ailleurs ça qui faisait toute la différence, on ne devait pas non plus avoir des extensions sur la tête. Donc on avait nos cheveux tressés à la main pour justement nous épargner ce... Pour moi, en termes de fond ou en termes de forme, je dirais que je ne suis pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord un système qui doit animer toute structure. Oui. Si le système qui doit animer c'est là où nous allons... Voilà. Je vais arriver. Parce que, bon, moi, je suis le fruit de cette éducation. J'ai commencé par là. Et je n'en ai eu aucun inconvénient. Et pour terminer, il y a Madame Thérèse Kirongozi, qui est la présidente de Women Tech. Technology. Exactement. Madame Thérèse Kirongozi, je pense, elle a eu une scolarité normale. Oui, elle a fait l'ISTA. À la seule différence qu'avant d'aller à l'ISTA, déjà, très jeune, elle s'intéressait à la technologie. Mais, évidemment, même si au départ, ses parents étaient assez sceptiques, mais après, ils lui ont quand même laissé sa chance. C'est-à-dire qu'elle, au moins, elle a eu à tomber sur des parents qui étaient, je dirais, suffisamment aguerris pour ne faire aucune différence. Un environnement. Et aussi. un environnement aussi. Pardon, Oui, c'est c'est-à-dire que, non, il y a autant de parents pour lesquels, lorsqu'ils voient leur enfant tenir... Moi, par exemple, j'ai appris à changer les lignes électriques. Chez nous, à la maison, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Oui, 13-14 Madame ans. Dibata, Donc, il faut comprendre non, que je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Le système mais est je n'aimerais nourri pas, par je n'aimerais ces pas que l'on... réalités Oui, socio-culturelles. mais je n'aimerais pas que l'on puisse s'apesantir sur... Parce que tant que ce système-là restera, vous pourrez autoriser les élèves à porter des pantalons, à venir à l'école en short, mais ça ne changera rien dans leur tête. S'il vous plaît, madame, le système, c'est quoi? C'est la famille, c'est l'école, c'est la religion. Justement. C'est justement ce que j'appelle barrière. Oui, mais c'est ça le système. Système. Le système, c'est quoi? C'est la famille, c'est l'éducation que nous recevons à la maison. Mais écoutez, moi... C'est l'éducation que nous recevons à l'école et ce que nous recevons dans l'église et aux mosquées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais je me dis tout simplement que quelle est la solution aujourd'hui à implémenter à ces instances? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de proposer. Je suis en train de proposer. Et je dis que ce sont des barrières aussi, où je dirais personnellement, hein, je dis que ce sont des barrières d'appellation. Parce que quand bien même que vous prenez une femme comme Madame Kirongozi, elle a vécu dans un environnement barrière, mais ça ne l'a pas empêchée de pouvoir aujourd'hui carburer et d'être la femme qu'elle est devenue. Il y a des femmes qui sortent du lot, mais toujours est-il que le système ne change pas. Le système est tel oui, quel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait apporter maintenant à ce système? Évoluer sur la question. Alors, après la tenue et la coiffure, qui ne laisse pas la possibilité. Moi, j'ai donné toujours un exemple. Quand on apprend à pédaler, à conduire... à pédaler sur un vélo,
on ne commence pas directement avec une charge sur non. le vélo. Non. Vous voyez, on commence d'abord par pédaler. Apprends d'abord à pédaler, regarde de l'avant. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne surcharge pas la jeune fille avec des coiffures, avec des tenues qui ne valent pas. Avec La des accessoires. Ce sont des accessoires qui empêchent la fille à développer. Et entrons maintenant sur le plan parlons maintenant du fond du problème, le système éducationnel. Qu'est-ce qu'on présente à la fille pour son autonomisation? La vraie question devait être posée. On devait présenter des repères aux filles. Il n'y a pas. Le système éducationnel, notamment dans le programme de l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas ce qu'on enseigne. On n'enseigne pas l'histoire pour la beauté des vêtements qu'on avait portés hier. Ou pour la beauté des institutions, non. L'histoire se fait sur base de nos problèmes actuels. On regarde dans la société quels sont nos problèmes. Et à ce moment-là, nous posons la question à l'histoire. Quelles sont les réponses que vous nous proposez? Nous avons aujourd'hui les problèmes du tribalisme. Nous avons le problème aujourd'hui du manque du patriotisme. Ce n'est qu'en interrogeant l'histoire que nous allons découvrir que les Congolais aujourd'hui, nous avons tous un ancêtre commun, que nous avons tous une même origine, que nous avons traversé tous le même problème, les mêmes difficultés et les mêmes moments de gloire pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça ne sert à rien de nous présenter la beauté du Royaume Congo et les Luba. Non, il faut montrer aux jeunes Congolais quel est le lien qui nous unit en tant que Congo, en tant que Luba, en tant que Kuba. Nous montrer que nous avons une origine commune par la linguistique historique, science inaugurée par notre maître Cheikh Anta Diop. Nous avons aujourd'hui la possibilité de dire que celui qui parle le Kikongo, celui qui parle le Kiyare et celui qui parle le Chiluba, ils parlent la même langue. Revenons du coup Et sur le côté de l'émancipation de la femme. Moi, je ne parle pas de l'émancipation, de la restauration. Il faut montrer à la jeune fille les repères dans son histoire. Il faut montrer aux jeunes filles Kimpavita, il faut montrer à Tchepsout, il faut montrer à Anknes Pepi II, il faut montrer la reine Kandaka, il faut montrer la reine Amane Chareto. Ce sont les repères qui vont justement aider la fille à développer, à réveiller le bâtisseur qui sommeille dans chaque femme. Parce que dans chaque femme sommeille un géant. Et c'est ce géant-là qui doit être réveillé. Si on fait le système éducationnel à la manière dont on le fait aujourd'hui, on n'atteindra pas notre objectif. C'est pour cela que je propose que nous puissions quitter les débats des caméras, les débats des grandes salles en ville, à la Gombe. Allons, rassemblons-nous. Nous avons des idées pour proposer que les femmes puissent descendre pour demander qu'on puisse réformer le système éducationnel qui n'avance pas la fille, d'abord par la tenue et par le fond du problème, le système éducationnel dans son ensemble. De revoir l'histoire et d'intégrer davantage des femmes dans l'histoire. Évidemment, c'est quand la fille comprendra que je ne suis pas inférieur à l'homme et que j'ai la même potentialité par rapport à l'homme. C'est à ce moment-là qu'elle va se dire, alors, non, bien sûr que... Si on prend prenons le cas actuellement, les problèmes que nous avons actuellement, parce que là, vous nous dites qu'il serait bien de revenir dans l'histoire et d'essayer de corriger tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire avec ce qu'on a maintenant? On sait qu'on est dans un système patriarcal, on a autant de difficultés, il y a autant de femmes qui ne participent pas. Que faire avec la situation qu'on a maintenant sans forcément revenir dans l'histoire et restaurer ce qui est dans l'histoire? Parce qu'à mon sens, c'est presque impossible. Quasiment. Non, mais madame, vous me demandez de mettre de côté l'histoire, c'est impossible. Non. C'est de partir de ce que l'on sait. Le poison culturel est inoculé dans la tête de la jeune fille dès le jour de sa naissance. Mais je suis d'accord avec vous. Hélène Bellotti, il est dit que la fille est désorientée déjà à partir du lait maternel, la façon d'allaiter la jeune fille. D'accord avec moi que et vous voulez qu'à 20 ans, avec ce que madame propose, l'encadrement de la jeune fille, les écoles pour les jeunes filles, mais la jeune fille qui a déjà été désorientée depuis sa naissance. Bon, du coup, on fait quoi de cette jeune fille on qui peut est la déjà récupérer. désorientée? Pour cette jeune fille qui est désorientée, on la sacrifie? pour cette fille qui est désorientée, j'ai proposé, pour celle qui est encore au niveau d'école primaire, on peut intégrer déjà ce système-là. On peut descendre sur terrain. Nous, au Congo, on n'a pas cette habitude-là. Descendre sur terrain, parler aux familles, aux parents, qui sont aujourd'hui les premiers... Oui, c'est-à-dire que dire aux parents comment ils doivent éduquer. Moi j'ai donné l'exemple du jeune garçon, les deux jumeaux que j'avais, ils ont tous 4 ans. Ils sont filles et garçons. Je demande à la jeune fille, j'étais en train de jouer avec les garçons au football, je lui demande, mais pourquoi tu ne viens pas jouer? Non, tonton, c'est le jeu des hommes. Sa tante amène un lot de jouets. Vous savez la réaction, moi j'étais en train d'observer.
la jeune fille va ramasser les casseroles. Bah, elle reproduit ce qu'elle voit. Dans Mais la non, mais c'est société, ce qu'on a malheureusement. inculqué, c'est pour cela que je dis, imaginez-vous que la fille n'a que 4 ans. Il faudrait Mais que les maintenant, filles, qu'est-ce que l'on voient fait? leur maman aussi jouer au football pour se dire que non, c'est pas ça. Non, On mais- leur donne la chance. qu'on Non, leur mais donne la on doit possibilité. éviter d'éduquer les jeunes garçons comme des petits rois. Et Exactement. éviter d'éduquer aussi. Et les parents ne font pas... Moi, j'ai donné un autre exemple. Le papa qui a administré le médicament à 2 enfants, il y avait le jeune garçon et la jeune fille. Et les deux se sont mis à pleurer parce que c'était amer. Le père prend la jeune fille, la pose sur le genou et il commence à caresser sa fille pour dire papa est là, ne pleure pas. Mais au jeune garçon, vous savez ce qu'il dit? Tu es un jeune garçon, ne pleure pas. Le jeune garçon ne pleure pas. Et la jeune fille se contente de ça. Et c'est comme ça qu'elle va s'habituer à attendre la protection de son père, de son frère et de son mari. Dans toute sa vie. Ah, ok. Et l'éducation, c'est comme ça que ce Alors, poison... Merci. Revenons à notre thématique. Ouais, par rapport à la Est-ce que vous thématique. pensez que actuellement dans notre pays, nous pouvons dire que nous sommes dans une démocratie lorsque l'on sait que la majorité de la population, notamment les femmes, qui sont, il me semble, 52% qui composent notre population, n'est pas du tout représentée au niveau du Parlement, par exemple. Ce n'est pas de la démocratie et en même temps, je ne condamne pas la fille parce qu'elle a été désorientée. D'abord, la démocratie, le modèle, Oui, c'est la aussi notre, démocratie, ce système doit être réformé. D'abord, quel est l'exemple que nous avons de la démocratie? Quand on parle de la démocratie, on dit Pas que c'est... l'exemple, la réussite du modèle de démocratie. Quand on dit que... Oui, c'est une influence. c'est de Quand on dit que la l'influence extérieure démocratie que nous est d'origine grecque, c'est pour Grecque, cela, ouais. c'est pour cela vous avez ces désordres. Parce que quand les Grecs parlent de la démocratie, on exclut la femme. La femme n'est pas inclue dans la démocratie. La démocratie, c'est une catégorie des hommes. Et que voudriez-vous que ceux qui prétendent copier la Grèce? Parce que cette démocratie que vous louez aujourd'hui, c'est calqué sur le modèle gréco-latin. Bon, alors, Faudrait qu'on réagisse. Oui, allez-y, monsieur. Ce qui est blague, ouais. ce qui est vrai, c'est que le fait d'avoir un historien et qui se base sur des faits historiques et sur tout ce qui a trait à l'avenir, parce que nous devons nous baser sur l'histoire pour essayer de mieux avancer et corriger de nos erreurs, c'est tout à fait normal que nous ayons ce genre de réaction par rapport à notre débat. Mais personnellement, après avoir percé le truc, je crois que nous sommes à 2, vous êtes à 2, nos invités, qu'est-ce qui empêche actuellement la femme congolaise à pouvoir venir à ces institutions? Pourquoi? Parce qu'elle est éduquée. Et On va essayer d'aller rapidement parce que Ouais. malheureusement... C'est pourquoi je nous vous tendons ai vers dit la fin tout de au début, l'émission. là, j'étais en train de trouver les mots. Je crois qu'il faut qu'on mette en place des académies de leadership politique féminin. C'est la meilleure façon de récupérer les dames. Parce qu'il ne faudra pas dire que ceux qui ont déjà dépassé l'âge de 20 ans ne font plus faire la course. Non, moi je ne pense Ben pas. non. Peut-être quelque part, ils avaient ce rêve-là de conduire la cité un jour, mais ils n'ont pas su comment, ils n'ont pas été orientés. Voilà, ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je me rappelle à l'université, quand j'ai commencé non, c'est en 3e graduat, pardon, j'avais un prof, Kabeachi Koukou, je ne sais pas s'il est encore en vie, qui nous avait donné des cours de l'histoire économique. Moi, je pensais qu'il allait nous donner un cours par rapport à l'histoire économique occidentale et tout ça. Mais il a dit non, il ne peut pas nous donner les cours de l'histoire économique de l'Europe, de l'Asie ou moi encore de l'Amérique parce que nous sommes Congolais. Et il nous a donné l'histoire économique de notre pays. Vous serez surpris, il a dit que l'histoire économique de notre pays, c'est basé sur trois économies. Nous avons l'économie de la savane, l'économie de la forêt et l'économie de la montagne. L'économie de la savane, c'est l'économie qui prend le Congo central, qui prend un peu Kinshasa ici, là où les gens vivent de la brousse, ils vont juste prendre quelque chose, ils mangent un peu de viande parce qu'ils savent pas si encore demain ils vont avoir ça. L'économie de la forêt, c'est l'Équateur, la province orientale, là où il y a beaucoup à manger. L'économie des montagnes, c'est là où le Kivu, où la terre est très... la terre, on se bat pour avoir des terres parce qu'on a des troupeaux et tout ça. Donc, nous devons voir autour de nous, comme j'avais dit, il y a beaucoup de femmes, des jeunes dames qui écrivent pour avoir de l'emploi. On peut aussi trouver de l'emploi dans la politique. Dans la politique. Et nous pourrons les récupérer dans l'académie. Et alors, voilà. pour finir sur une dernière question, il y a un autre fait qu'on peut observer, c'est que même les femmes qui sont dans la politique, souvent, elles sont toujours sur les mêmes postes, les postes de service, c'est-à-dire aux affaires sociales, au genre, à l'emploi, à prévoyance sociale, et pas une en économie forcément... maintenant. Oui, Il y a une
en Actuellement, économie on a et aux en affaires économie, étrangères. Mais on n'en a pas. C'est Ainsi que c'est fonction vraiment une publique. exception. Mais souvent, elles sont toujours sur les postes sur lesquels on les attend, en fait. Tout justement Donc, parce on que n'a ces pas femmes, forcément une- on tout n'a pas justement une parce femme que à la ces femmes défense, évoluent dans des groupes qu'on appelle de partis politiques ABCD, des partis politiques différents. Et nous demandons à ces femmes qui sont déjà là, n'est-ce pas, de pouvoir porter leur voix haut, n'est-ce pas, leur voix haut, et aussi de donner des propositions par rapport aux problèmes clés du pays, parce que dans chaque parti politique, quand il y a un problème qui se passe, chaque leader de parti politique convoque les membres, je ne sais pas, les bureaux, comment on appelle ça, le bureau politique, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont membres de bureaux politiques des partis politiques, qui doivent avoir des arguments, qui doivent connaître ce que la vision de ces partis politiques par rapport aux besoins que nous avons dans notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'on les retrouve toujours sur des postes de service, en gros? Mais tout justement parce que la plupart des femmes ne développent pas des aptitudes leur permettant de convaincre les autres, n'est-ce pas, de convaincre leurs collègues hommes masculins qui sont déjà dans la politique. Oui. Voilà. Et puis, Mais est-ce qu'elles ont nous un arrivons à véritable la fin de poids? l'émission. Est-ce que ces femmes aussi ont un véritable poids pour essayer de faire pencher la balance en leur faveur? Parce que même quand vous allez dans les partis politiques, combien de femmes adhèrent à des partis politiques? Quand je dis adhèrent, c'est pas aller remplir les stades ou aller participer dans des marches, mais vraiment combien de femmes adhèrent à un parti politique avec un agenda qu'elles comprennent, qu'elles mettent en place? Il y en a très peu. Or, on le sait tous que déjà le jeu de pouvoir commence dans les partis politiques. Même dans les partis politiques, vous avez des sous-commissions et celle qui est la plus forte, celle qui a le plus de ressources ou le plus de compétences, parvient à faire courber la balance de son côté. Malheureusement, nous sommes obligés de nous arrêter là. Le débat était encore très vif et nous n'avons pas du tout épuisé toutes les questions. Nous allons poursuivre cette discussion sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités. Merci d'avoir été là. Merci Monsieur Osiris, un dernier mot? Moi, ce que je voudrais seulement demander, c'est que nous puissions changer la façon d'aborder la question de la restauration de la femme. Si nous l'abordons de manière un peu erronée, et ça sera inefficace et on n'aura pas de résultats, des bons résultats. Alors, abordons-la de la meilleure façon pour que nous puissions avoir de bons résultats pour la restauration de la dignité de la femme. C'est ce que j'ai dit. J'invite toutes les femmes, tous les mouvements féministes qui ont envie que la femme puisse récupérer sa position. Nous sommes à l'université de Kinshasa, au centre égyptologique. C'est là où nous réfléchissons sur ces questions de l'Afrique, de l'histoire africaine et du genre, pour que nous puissions aider la femme à évoluer. Merci à vous. Et pour vous, Madame Clotilde, pour moi, je ne parlais pas politique sans parler entrepreneuriat. Donc pour moi, pour que les femmes soient fortes dans ces pays, nous devons développer le leadership politique et le leadership entrepreneurial. C'est très important. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, la femme peut avoir son autonomie économique et ça va lui permettre de peser dans son parti politique et de parler pour être écoutée et non de parler pour faire la messe. Voilà. Merci à vous. Bon, moi, je dirais juste merci déjà. C'était un débat très palpitant et très enrichissant. Bon, là, j'interviens en tant que woman pour demander à toutes les femmes qui me suivent en ce moment. Il n'est pas encore trop tard. Vous avez eu le temps de pouvoir étudier, d'apprendre. Vous instruisez. Alors, prenez votre place. Prenez votre place. Personne ne viendra vous la donner. Arrachez-la et prenez-la. Voilà. Voilà, merci encore pour cette énième participation à cette magnifique émission qui traite, et pas la dernière, qui traite justement des problèmes de fond. Moi, ce que je pourrais faire, ce sera d'inviter le plus de femmes possible à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, et d'apporter leur contribution. On le dit souvent que les femmes ne bâtissent pas. Alors, je pense que chaque jour, nous avons autant d'opportunités, autant de femmes qu'il y aura, c'est autant d'opportunités que nous avons de véritablement changer la donne. Et je pense que chaque femme a une capacité, un potentiel pour que la société puisse pleinement en profiter. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Restez avec nous, restez connectés. Vous pouvez suivre et re-regarder cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. On se retrouve prochainement où nous parlerons de l'entrepreneuriat féminin. J'en profite également pour remercier notre partenaire beauté, Zouri. Restez positifs. Ciao!